Grand prix de la francophonie de l'Académie française. Alexandre Najjar est en duplex avec nous de Beyrouth au Liban. Bonjour Alexandre Najjar. Bonjour. Et félicitations, c'est un prix, j'imagine, qui vous comble de bonheur. C'est un prix absolument prestigieux qui couronne d'ailleurs votre œuvre traduite dans de nombreux pays dans le monde depuis si longtemps. On va parler de votre prochain roman, Alexandre. Mais d'abord, cette réaction au prix comme ça qui vous est accordé par l'Académie française. Bien sûr, je suis très honoré parce que ce prix couronne quand même 35 ans de travail, de publication, d'action pour la francophonie, notamment aussi la direction de l'Orient littéraire, ce supplément que je dirige à Beyrouth. Et en même temps, je crois que l'importance de ce prix, c'est qu'il tombe à un moment où le Liban connaît une crise sans précédent. Et je crois que ça a été une sorte de bouffée d'oxygène, une sorte de lueur d'espoir dans le tunnel que nous traversons. On va voir d'ailleurs quelques images parce qu'à Beyrouth, il y a eu des manifestations, des protestations. On voit ces images contre le confinement parce qu'il y a évidemment cette terrible crise sanitaire à Beyrouth. J'allais dire, c'est encore évidemment une crise qui s'ajoute à toutes les souffrances qu'a connues Beyrouth ces derniers mois, Alexandre Najjar. Ces images, vous dites quoi quand vous voyez à nouveau Beyrouth comme ça qui... Oui, en fait, c'est Beyrouth et Tripoli. En fait, c'est un ras-le-bol de la population, non seulement du confinement. Le confinement est presque, je ne vais pas dire secondaire, mais le vrai problème, c'est que le pays est dans une situation désastreuse au niveau économique. Les gens vivent une bonne partie de la population vit dans la pauvreté. Et donc, il est évident que quand on impose un confinement et qu'il n'y a rien à côté, il n'y a aucun soutien à ces populations ou un soutien dérisoire. Il est normal que cette population descende dans la rue comme elle l'a fait le 17 octobre de l'année passée pour protester parce que malheureusement nous sommes gouvernés par une classe politique corrompue qui est incompétente. Et voilà le résultat. Le Liban connaît aujourd'hui une des phases les plus noires de son histoire. Et donc c'est normal aujourd'hui que la population exprime son mécontentement et sa révolte. Oui. Et le problème, c'est que aujourd'hui, nous attendons la formation d'un gouvernement. Et c'est un bras de fer entre le Premier ministre Hariri et le président Aoun. Et c'est comme si tout allait bien dans le meilleur des mondes. Ils prennent leur temps alors que le pays est au bord du gouffre. C'est hallucinant quand même. Oui, oui. Qu'est-ce que vous appelez, on voit encore toujours ces images, j'allais presque dire, un cercle vicieux sans fin pour le Liban. On a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Vous vous dites ça, Alexandre Najjar ? En fait, le président Macron, lorsqu'il a visité le pays à 2 reprises, a proposé une feuille de route. Malheureusement, les politiciens libanais, qui sont, comme je l'ai dit, corrompus et incompétents, n'ont pas suivi cette feuille de route et n'ont pas envie de la suivre parce que ça signifie une reddition de comptes, ça signifie d'assainir les finances publiques et donc ça contredit en fait toute la procédure qu'ils ont toujours suivie jusque-là et donc chacun veut garder ses privilèges. Donc le problème, c'est que nous faisons face à une classe politique qui n'est pas à la hauteur de ce que nous souhaitons, qui n'est pas en mesure de régler les problèmes et qui s'accroche. C'est une sorte d'oligarchie qui continue à faire ses petites combines alors que le pays, aussi bien économiquement que financièrement, est dans une situation gravissime. Donc il est temps que cette classe politique dégage et qu'il est temps aussi que cette feuille de route que le président Macron a tracée, qu'elle soit enfin suivie, qu'il y ait un sursaut quand même parce que ce n'est pas possible. La population n'en peut plus. Oui, Alexandre Najjar. Qu'est-ce que vous appelez la couronne du diable ? C'est le titre de votre dernier livre. C'est une sorte de tour du monde de cette crise sanitaire de la Covid. Vous commencez à Wuhan il y a 1 an et puis on y rencontre des Français, des Américains, des Iraniens. On va à travers le monde comprendre ce qui s'est passé pendant cette année terrible au fond. Tout à fait. Moi, j'ai voulu parler du premier acte de la tragédie, c'est-à-dire lorsque tout à coup, cette pandémie s'est installée dans notre quotidien, a bouleversé la planète, a paralysé tous les secteurs. Et donc, j'ai voulu comprendre cela à travers un narrateur
qui se transporte dans plusieurs pays, donc dans 8 pays. Et dans chacun de ces pays, il raconte ce qu'il voit, il raconte les angoisses, les espérances de chacun en fonction de l'environnement dans lequel il évolue. Et donc c'est effectivement un tour du monde, mais en même temps, il y a des sujets humains ou même philosophiques, peut-être quelquefois aussi, où on s'interroge sur notre devenir, sur notre condition. Et en même temps, il y a des histoires. Ce sont des histoires donc qu'on suit avec pas mal de péripéties. Donc c'est un des premiers romans en fait parus sur la question. Il y a eu beaucoup d'essais qui ont été publiés, mais je pense que c'est l'un des premiers romans. Et j'ai voulu, à travers cela, en tant qu'écrivain, témoigner de ce bouleversement, parce que je pense que l'écrivain doit être, comme disait Sartre, en situation dans son époque, et on ne peut pas, comme ça, laisser passer ce phénomène qui, jusqu'à nos jours encore, continue à nous paralyser. Donc il fallait réfléchir sur cette question et voir comment les choses évoluent. Et hélas, un an après la parution de ce livre, malheureusement, très peu de choses ont changé, à part le vaccin, mais dont on ne sait pas encore quels seront les résultats. Mais ce qui est dramatique, c'est que nous sommes vraiment dans une situation d'immobilisme qui est prolongé. Oui. Et en même temps, on n'imagine pas encore toutes les conséquences économiques, financières, au niveau de l'éducation, même sociologiquement. Tout cela va forcément occasionner des conséquences dont on ne mesure pas encore l'ampleur. Oui, quand je disais, vous venez d'obtenir ce grand prix de la francophonie de l'Académie française. Vous vous dites, la francophonie a un rôle à jouer plus que jamais. Vous, le militant de la francophonie. Certainement, je pense que la francophonie est une nécessité, c'est une chance, c'est une force. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que démographiquement, elle a encore de beaux jours devant elle, notamment au niveau du continent africain. Donc, c'est un atout pour un pays comme le Liban. C'est une possibilité d'ouverture, c'est une richesse, c'est un pont entre Orient et Occident. Et moi, je pense qu'il faudrait aussi envisager le volet sanitaire de la francophonie, c'est-à-dire que l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, aussi prenne encore plus d'ampleur au niveau sanitaire, parce que je pense que tous les pays francophones qui sont touchés pourraient beaucoup plus collaborer ensemble pour pouvoir faire face à cette pandémie qui risque encore de se prolonger. Donc il faut réunir toutes nos forces. Tout comme nous avons la langue française en partage, nous pouvons avoir aussi l'humanité en partage ou le souci de la santé publique en partage. Merci Alexandre Najjar, grand prix de la francophonie de l'Académie française, qui était donc en duplex avec nous de Beyrouth au Liban. On vous attend à Paris, votre deuxième patrie de cœur. Alexandre Najjar était avec nous. Merci.